Au petit matin, la ville de Sète s'éveille paisiblement. Le ciel est clair, l'air encore doux d'une nuit d'été. Rien ne laisse présager la tempête émotionnelle qui va s'abattre sur le Spoon, ce bar-restaurant emblématique devenu, au fil des années, l'un des cœurs battants de Demain nous appartient. Ce jeudi-là, le service commence dans la routine. Alex Bertrand, toujours fidèle au poste, plaisante avec les clients réguliers. Kevin Offer, fidèle à sa réputation de bout en train, semble pourtant moins enjoué que d'habitude. Il traîne les pieds, se tient le ventre, grimace à plusieurs reprises. Ses collègues, d'abord amusés, le charrient gentiment. Encore une excuse pour éviter la plonge ? Alex, en particulier, ne prend pas ses plaintes au sérieux. Cela fait des semaines que Kevin simule des mots pour s'éclipser plus tôt ou simplement pour faire rire la galerie. Alors cette fois encore, Alex hausse les épaules. Il lui lance « T'as pas l'air au top, mais si c'est comme hier, tu vas survivre ». Une phrase anodine qui résonnera plus tard comme un fardeau. Mais les heures passent, et Kevin se plie littéralement en deux. Sa pâleur n'est plus celle d'un comédien en herbe, mais bien celle d'un jeune homme au bord du malaise. La sueur perle à son front. Sa respiration saccadée trahit une douleur réelle. Mona commence à s'inquiéter, puis une serveuse alerte Alex, qui revient en cuisine. Trop tard, Kevin s'effondre devant lui, dans un soupir à peine audible, ses jambes ne répondant plus. Le choc est immédiat. Alex le rattrape in extremis, ses bras tendus pour éviter que Kevin ne se cogne la tête contre le sol. Le silence s'installe dans le Spoon, brisé seulement par les cris d'une cliente affolée. Les secondes s'étirent, les regards se croisent. Kevin est inconscient. Alex, en pilote automatique, hurle. « Appelez les urgences, tout de suite !» Puis il tente de le ranimer, le secoue doucement, chercher une réponse, un signe. Mais Kevin reste inerte. Dans l'ambulance, Alex ne lâche pas Kevin d'une semelle. Il s'en veut déjà. Les images tournent dans sa tête. Tous ces jours où il a ignoré ses plaintes, où il a préféré croire à une mauvaise blague plutôt qu'à une douleur sincère. À l'hôpital Saint-Clair, les urgences s'activent. Le diagnostic initial évoque une péritonite aiguë due à une probable appendicite non traitée. Les médecins le prennent en charge rapidement, mais un détail trouble le personnel soignant. Les analyses sanguines de Kevin montrent des traces anormales d'une substance chimique inattendue. En parallèle, Victoire Lazari, appelée pour superviser les premiers soins, remarque une réaction inhabituelle de l'organisme de Kevin à certains médicaments. Elle décide de faire passer des tests toxicologiques en urgence. Ce qu'il révèle fait froid dans le dos, présence de MDMA dans le sang, pas en quantité festive, mais assez pour représenter un danger. Alex est abasourdi. Kevin n'a jamais touché à ces trucs-là. Mais l'hôpital n'est pas une salle d'interrogatoire. L'heure est grave. Kevin est transporté au bloc pour une intervention en urgence, car l'infection a déjà gagné du terrain. En salle d'attente, Alex tourne en rond. Il appelle Chloé, incapable de formuler une phrase complète. « C'est Kevin, il est à l'hôpital. Je crois que j'ai merdé Chloé. » Il s'effondre sur une chaise, le regard vide, les mains tremblantes. Dehors, la vie continue. Des passants ignorent tout du drame qui se joue à l'intérieur. À l'autre bout de la ville, Judith et Jordan entament une discussion qui va bouleverser leur avenir, sans se douter que Kevin, leur ami, est suspendu entre la vie et la mort. Et pourtant, dans l'intimité d'une salle stérile, les médecins s'activent. Chaque minute compte. Chaque battement de cœur est un rappel brutal que Kevin, pour la première fois, n'a pas simulé. Et que peut-être, cette fois, tout cela pourrait ne pas se terminer par une plaisanterie. La tension dramatique est à son comble. L'épisode nous rappelle avec force combien une erreur de jugement, une parole trop vite dite, peut devenir un fardeau lourd à porter. Alex, d'habitude si solide, est dévasté. Il ne lui reste qu'une seule question à l'esprit. Kevin va-t-il s'en sortir ? Tandis que Kevin se bat pour sa vie à l'hôpital, une autre vérité émerge à plusieurs kilomètres de là, entre les murs sobres du commissariat de Sète. Ce matin-là, Charles Garnier pousse la porte du poste, le regard fuyant, les mains moites. Il semble nerveux, presque fébrile. Karim l'accueille, intrigué. Charles n'est pas un inconnu, mais il n'est pas non plus un habitué des aveux spontanés. D'un ton hésitant, il lance « Je crois que je connais l'homme retrouvé mort sur la plage. » Le silence se fait. L'affaire de la plage a déjà semé l'émoi dans la région. Un corps sans identité, découvert quelques jours plus tôt sur le sable, avait donné lieu à toutes les spéculations. Noyade, meurtre, overdose, rien n'était encore clair. Le cadavre portait des vêtements trempés, déchirés, mais aucun papier, aucun indice évident. Charles se racle la gorge et continue, sous l'œil attentif de Karim et Nordine. « Je l'ai vu plusieurs fois, vers la Paillote. Il s'appelait Elias, mais tout le monde l'appelait le requin. C'était un petit dealer. Il vendait de la drogue discrètement, surtout à des touristes. Je ne sais pas d'où il venait. Il traînait souvent tard, seul, un peu bizarre. Les enquêteurs prennent note, mais quelque chose ne colle pas. Roxane fait immédiatement une recherche dans la base de données de la police.
Aucune trace d'un Elias lié à un trafic, aucun surnom de requin répertorié. C'est comme si cet homme n'avait jamais existé. Karim insiste. « Pourquoi tu n'en as pas parlé plus tôt ?» Charles baisse les yeux, embarrassé. « J'avais peur. Je savais qu'il fréquentait des types pas nets. Il m'a déjà menacé une fois quand j'ai refusé de lui acheter quoi que ce soit. Je me suis dit qu'il valait mieux me taire. Mais maintenant qu'il est mort et qu'il y a cette histoire avec Kevin, je ne pouvais plus garder ça pour moi. Ce lien avec Kevin sème le trouble. Est-ce le même type de drogue retrouvé dans le sang du jeune homme? Les coïncidences s'accumulent. Victoire, contactée par Karim, confirme que les premières analyses évoquent une substance très pure, inhabituelle sur le marché local. Damien, de son côté, analyse les effets de cette drogue sur l'organisme de Kevin. Elle semble avoir été modifiée, synthétisée d'une manière encore inconnue. Au MAS, pendant ce temps, Judith reçoit un message étrange. Un simple MMS, une photo granuleuse montrant le visage du défunt. En légende, une phrase glaçante. « Tu sais qui c'est ? Dis-le. » Le numéro est inconnu. Elle montre l'image à Chloé qui ne reconnaît pas l'homme. Jordan, lui, hésite mais finit par avouer « Je l'ai déjà vu moi aussi, près du Vieux-Port. Il dealait dans les boîtes. » Les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Pierre Dalvin, flairant l'intérêt médiatique, rôde autour du commissariat, notant chaque mouvement, chaque nom entendu par inadvertance. Il publie un article en ligne à peine quelques heures plus tard. Une nouvelle drogue mortelle circule à 7, ce que cache la mort mystérieuse du dealer de la plage. La réaction est immédiate. Les réseaux sociaux s'enflamment. La peur se répand. Au Spoon, les clients parlent à voix basse. Mona s'inquiète pour Kevin, mais aussi pour le climat général. Les regards se détournent dans la rue, les parents deviennent méfiants. La tension monte. Damien, en analysant les vêtements du défunt, fait une découverte stupéfiante. Un petit sachet thermosoudé cousu à l'intérieur de la doublure de sa veste. La même drogue que celle trouvée dans le sang de Kevin. Il y en a assez pour fournir un petit réseau entier. Victoire en reste bouche bée. Le défunt était donc une mule ou un fabricant. Les enquêteurs, désormais convaincus que la mort de Kevin n'est pas un cas isolé, élargissent l'enquête. Un nom surgit à plusieurs reprises dans les conversations. Un certain Moret, un pseudo évoqué à demi-mot, toujours dans les mêmes cercles sombres. Moret serait un distributeur, une figure de l'ombre, intouchable. Mais ce qui inquiète le plus Karim, c'est la sensation que tout cela dépasse le simple cadre d'un petit trafic local. La pureté de la drogue, sa méthode de dissimulation, les liens possibles entre les victimes, tout cela évoque un réseau beaucoup plus vaste. Cette petite ville côtière tranquille se retrouve soudain au cœur d'une affaire tentaculaire. Et si ce n'était que le début? Alors que l'affaire du dealer de la plage prend de l'ampleur et que Kevin lutte entre la vie et la mort à l'hôpital, un autre drame, plus intime mais tout aussi chargé d'émotions, se joue discrètement dans l'ombre, celui des sentiments enfouis entre Judith Delcourt et Jordan Roussel. Depuis plusieurs jours, quelque chose flotte dans l'air entre eux. Une tension douce amère, une proximité déroutante qui trouble autant qu'elle attire. Ils ont tout essayé pour tourner la page. Chacun a eu ses relations, ses blessures, ses renaissances. Et pourtant, leurs regards se cherchent encore. Ce matin-là, ils se retrouvent par hasard au bord de l'étang, là où autrefois ils venaient rire, discuter, rêver à deux. Judith entame la conversation d'un ton hésitant. Elle parle de Kevin, de l'inquiétude ambiante, de cette impression étrange que tout s'effondre autour d'eux. Jordan, plus réservé, hoche la tête. Il l'écoute, mais son regard dérive vers ses lèvres, sa nuque, cette manière qu'elle a de replacer une mèche derrière l'oreille. Il ne dit rien, mais tout en lui crie qu'il n'a jamais vraiment cessé de l'aimer. Et puis Judith lâche, presque à voix basse. « Tu sais Jordan, je crois qu'il y a encore quelque chose entre nous. Quelque chose qu'on fait semblant d'ignorer. » Cette phrase tombe comme une pierre dans l'eau calme. Jordan la regarde, surpris mais ému. Il ne s'attendait pas à une telle confession. Lui aussi y a pensé, chaque jour, ou presque. Il s'apprête à répondre, à tout lâcher, à tout avouer, quand son téléphone vibre. C'est un message de Violette. Elle demande où il est, s'il va bien. Il hésite. Le moment est fragile. Il choisit de l'ignorer, cette fois. Judith s'avance vers lui. Ils sont à quelques centimètres. Leur souffle se mélange. Mais soudain, elle recule. « Je suis désolé. Je ne sais pas ce que je fais. C'est peut-être une erreur. » Jordan serre les poings. Il connaît cette hésitation. Il l'a déjà vécue. Elle revient vers lui quand tout va mal, quand le monde s'effondre, mais elle repart dès que le calme revient. Il le dit, sans colère, juste avec lassitude. On peut pas rester coincé dans ce peut-être éternellement, Judith. Soit on affronte ce qu'on ressent, soit on se perd pour de bon. Elle baisse les yeux, puis s'en va, laissant Jordan seul, frustré et bouleversé. Mais ce n'est pas la fin. Le soir même, au Spoon, alors que Jordan tente de noyer ses pensées dans un verre de jus d'orange, Kevin, semi-lucide depuis son lit d'hôpital, fait une sortie brutale mais sincère. Il appelle Jordan, le regarde fixement et lui lance
Judith, elle pense encore à toi, tu le sais, hein? Arrête de faire ton fier, c'est évident. Jordan reste muet. Kevin continue malgré sa faiblesse. Moi, si je m'en sors pas, dis-lui que je veux qu'elle soit heureuse, même si c'est pas avec moi. Cette déclaration venue d'un lit d'hôpital agit comme un électrochoc. Kevin, souvent immature et impulsif, montre ici une maturité inattendue. Il comprend l'amour. Il comprend aussi la douleur de laisser partir quelqu'un qu'on aime. Le lendemain, Judith reçoit un message anonyme. 3 mots. Tu n'as pas le droit. Aucun émetteur, aucune explication. Elle montre le message à Jordan, il pâlit. Lui aussi a reçu des messages semblables depuis plusieurs jours, au moment où il commençait à se rapprocher d'elle. Qui les surveille? Qui cherche à les empêcher de se retrouver? L'affaire du dealer semble jeter son ombre sur des territoires insoupçonnés. Le lien entre la drogue, Kevin et maintenant ses menaces devient plus flou, mais aussi plus personnel. Et pourtant, malgré les doutes, malgré la peur, Judith repasse devant la maison de Jordan, hésite longuement, puis frappe. Pendant que les émotions se nouent et se dénouent entre Judith et Jordan, un autre acteur, beaucoup plus discret mais tout aussi déterminé, tisse sa propre toile dans les coulisses de l'affaire, Pierre Dalvin. Journaliste d'investigation au flair redoutable, Dalvin n'est pas du genre à se satisfaire de versions officielles ou de rumeurs creuses. Ce qu'il veut, c'est du concret, du sensationnel, du sanglant. Et cette affaire de drogue, de dealers morts et d'adolescents entre la vie et la mort a tout ce qu'il lui faut pour faire la une. Ce matin-là, il a rendez-vous à l'hôpital Saint-Clair, officiellement pour voir un de ses contacts au service des urgences, officieusement pour se rapprocher de la morgue. Il sait que la dépouille du mystérieux requin y est conservée. Il veut la voir de ses propres yeux, prendre des photos, peut-être même subtiliser un échantillon si l'occasion se présente. Mais il ne peut pas y aller de front. Les lieux sont surveillés. Et les infirmiers, comme les médecins, le connaissent pour son manque de scrupules. Alors il improvise. Dans un couloir désert du sous-sol, il croise Benny, un brancardier qu'il a déjà vu discuter avec Chloé. Il lui propose un deal simple, quelques centaines d'euros en échange d'un accès discret à la salle froide. Benny hésite. Il a besoin d'argent, c'est vrai, mais il sent que ça pourrait mal tourner. Il refuse poliment, mais Pierre insiste, glisse une liasse dans sa poche et lui murmure « Tout le monde a un prix, Benny. Ce n'est qu'une question de moment. » Le refus de Benny semble sans appel. Mais Pierre est têtu, il connaît les habitudes du personnel, il repère les rotations, les moments de faiblesse. En fin de journée, il revient. Cette fois, il est habillé différemment, porte une blouse blanche empruntée à un chariot laissé sans surveillance. Il se faufile dans les couloirs avec l'aisance d'un professionnel. Arrivé devant la morgue, il active une vieille carte d'accès obtenue lors d'une précédente infiltration. Miracle. La porte s'ouvre. À l'intérieur, le silence règne. L'odeur âcre du formol saisit les narines. Sur la table en inox, recouvert d'un drap blanc, repose le corps du dealer inconnu. Pierre s'approche, sort son appareil photo et immortalise les tatouages, les blessures, les moindres détails. Il ouvre un tiroir, tombe sur un petit sac contenant les effets personnels du défunt. Il y trouve une chaîne, un briquet, mais aussi, détail qui l'électrise, une paire de gants noirs, encore humides, légèrement ensanglantés. Sans réfléchir, il les glisse dans sa sacoche. Il sait que ça pourrait être la clé d'un nouveau rebondissement. Mais alors qu'il s'apprête à quitter les lieux, il tombe nez à nez avec Chloé. Elle comprend tout de suite ce qui se passe. Son regard est dur. « Sortez d'ici, Pierre, et ne croyez pas que je vais me taire. » Il tente de la convaincre, lui parle de vérité, d'intérêt public, de justice. Mais Chloé n'est pas née de la dernière pluie, elle lève la main. La vérité ne se construit pas avec des combines et des potes de vin. Vous n'avez rien à faire ici. Pierre s'efface, forcé de battre en retraite. Mais il est furieux. Cette rencontre n'était pas prévue. Elle met en péril son scoop. Et surtout, elle le confronte à un mur d'éthique qu'il pensait pouvoir contourner. En quittant l'hôpital, il envoie un message codé à un de ses contacts dans la presse. Détient éléments compromettants. À sécuriser, à saper. De retour chez lui, il étale les gants sur son bureau, les photographie sous tous les angles. Puis il remarque un détail. Un petit fragment de plastique coincé entre les coutures. Il l'extrait avec précaution. C'est un morceau d'étiquette avec une inscription partielle. CLBS. Un vêtement de sport, une combinaison, une piste à creuser. Mais ce qu'il ignore encore, c'est que cette paire de gants pourrait le relier directement à la scène du crime, ou à l'un des suspects. En les emportant, il a franchi une ligne dangereuse. Et s'il pensait manipuler l'affaire, il pourrait bien devenir à son tour un pion sur l'échiquier. À l'extérieur, la nuit tombe sur 7. Le calme apparent dissimule des tensions qui s'exacerbent. Les choix de chacun auront bientôt des conséquences irréversibles. Alors que les tensions humaines montent à 7, un événement inattendu va donner à l'enquête une dimension pour le moins insolite, et presque surréaliste. Sur la plage des Chalets, à l'aube, des promeneurs découvrent un requin échoué sur le sable. Le corps massif du squale, encore humide, attire rapidement les badauds et la police scientifique.
Damien, toujours prêt à explorer l'étrange, est dépêché sur place. Le requin n'a rien à faire là. Cette espèce n'est pas commune dans cette zone. Mais ce qui intrigue encore plus, c'est son comportement avant la mort. Selon des témoins, le poisson tournait en rond près des rochers, comme désorienté, avant de se fracasser volontairement contre les récifs. Les soupçons de Damien sont rapidement confirmés. L'autopsie révèle un taux anormal de toxines dans le système digestif du requin. Plus surprenant encore, dans son estomac, il découvre plusieurs sachets plastifiés thermosoudés, identiques à ceux trouvés dans la veste du dealer mort. Il les sort un à un, les nettoie délicatement. À l'intérieur, de la MDMA, en grande quantité. L'hypothèse est aussitôt formulée. Le requin a ingéré les sachets pensant qu'il s'agissait de proie, ou pire, il a été utilisé comme mule maritime. L'idée paraît invraisemblable, mais à 7, plus rien ne semble impossible. Victoire, en observant les résultats de toxicologie du squale, écarquille les yeux. La drogue est d'une pureté inédite, presque expérimentale. Cela confirme que le trafic dépasse le cadre local. Karim alerte aussitôt Interpol. L'hypothèse d'un réseau de narcotrafiquants exploitant les fonds marins pour transporter de la drogue devient plausible. Les agents français ne sont plus seuls sur le coup. Une task force est mise en place, incluant les douanes maritimes, les services environnementaux et même un consultant venu de la brigade antidrogue espagnole. Damien, pourtant d'ordinaire sceptique, se prend au jeu. Il imagine des scénarios fous. Des capsules flottantes guidées par GPS, des drones sous-marins lâchant des appâts chimiques. Et si le dealer mort sur la plage avait été une pièce intermédiaire d'un plus grand dispositif? Parallèlement, un nom revient encore dans les fichiers récupérés par Roxane. Moret. Ce pseudonyme semble lié à plusieurs incidents similaires dans d'autres ports méditerranéens. Nice, Barcelone, Naples. Partout, les mêmes caractéristiques. Un mort inconnu, une drogue ultra pure, une impossibilité d'identifier le fournisseur. Mais ce n'est pas tout. En analysant l'un des sachets repêchés dans le requin, Damien découvre une micro-étiquette cousue à l'intérieur du plastique, presque invisible à l'œil nu. Elle porte un code QR. Curieux, il le scanne. Une page web cryptée s'ouvre, contenant une phrase sibylline. La mer est notre route, le sable notre mémoire. Bientôt, l'eau nettoiera tout. Le message est inquiétant, presque prophétique. Karim, à qui il le montre, serre les mâchoires. Quelqu'un joue avec eux. Quelqu'un envoie des signes, comme pour prouver que tout est sous contrôle. Sauf la police. Dans les heures qui suivent, une vidéo anonyme est publiée sur un canal Telegram crypté. On y voit un homme cagoulé tenant un sachet de MDMA semblable à celui retrouvé chez Kevin. Il parle en anglais, avec un accent français. Il dit « À ceux qui croient pouvoir nous arrêter, regardez autour de vous. Vos plages, vos ports, vos poissons, tout nous appartient. Vous ne combattez pas un cartel, vous combattez une idée. » La vidéo est vite supprimée, mais pas assez tôt pour éviter la panique. Les médias s'en emparent. Les habitants de Sète, déjà sous tension, commencent à redouter un réseau tentaculaire, invisible, prêt à tout pour imposer sa présence. Au Spoon, Mona s'interroge. Et si Kevin n'était qu'un pion, si tout ça le dépassait? Chloé, qui revient de l'hôpital, acquiesce en silence. Le jeune homme est encore dans un état critique mais stable. La chirurgie a été un succès, pourtant la convalescence s'annonce longue et incertaine. Dans la chambre d'hôpital, Alex s'assoit à côté de Kevin, désormais inconscient. Il lui tient la main, presque honteux. « Je t'ai pas cru, gamin, et t'as failli y rester. Je te jure que je vais trouver qui t'a mis dans ce merdier, même si je dois retourner la mer entière. » À l'autre bout du port, un pêcheur lève ses filets. Parmi les crevettes, un nouveau sachet plastifié se coince. Sète n'est plus seulement le décor ensoleillé d'une chronique familiale. En quelques jours, la ville est devenue le théâtre d'une affaire d'une ampleur inédite, mêlant drogue, menaces, manipulation et règlement de compte. À mesure que les jours passent, la tension monte comme la marée, et personne n'en sort indemne. Kevin, toujours hospitalisé, est désormais sous surveillance constante. Son état s'est stabilisé, mais son réveil se fait lent, douloureux. Les médecins restent prudents. Les lésions causées par la drogue et l'infection sont profondes. Pourtant, un jour, il ouvre les yeux. À son chevet, Alex est là. Fatigué, amaigri, mais fidèle au poste. Lorsque leurs regards se croisent, un silence chargé de sens s'installe. Kevin murmure simplement « Tu m'as cru finalement ?» Alex, les yeux humides, serre sa main. « Je t'ai cru trop tard, mais je suis là maintenant. » Cette scène marque un tournant. L'humain reprend le dessus sur le chaos. Mais dehors, l'enquête, elle, s'intensifie. Au commissariat, Roxane et Karim reconstituent petit à petit les ramifications du réseau. Le pseudo Moret apparaît dans plusieurs messages interceptés. Grâce aux gants subtilisés par Pierre Dalvin et finalement récupérés anonymement dans une boîte aux lettres de la police, les experts relèvent des traces d'algues spécifiques, non locales. Cela confirme l'utilisation de circuits maritimes secrets, probablement entre les Baléares, la Corse et Sète. Chloé, quant à elle, essaie de préserver un semblant de normalité.
Mais l'inquiétude ronge les esprits. Judith ne cesse de recevoir des messages étranges. Un soir, alors qu'elle rentre chez elle, elle trouve une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, une photo d'elle et Jordan prise au téléobjectif suivie de 2 mots écrits en majuscules. Tu choisis. Le message est limpide. Quelqu'un veut l'éloigner de Jordan. Par peur, par jalousie, ou parce qu'il sait que leur rapprochement pourrait mettre au jour une vérité plus vaste. Judith, bouleversée, décide d'en parler à sa mère. Chloé l'écoute sans l'interrompre, puis lui dit doucement « Ne laisse jamais la peur décider à ta place ». De son côté, Jordan, en creusant dans le passé du dealer, Elias dit « Le requin » découvre qu'il avait travaillé sur un bateau de pêche désaffecté, rebaptisé récemment Sirena 2. Ce nom revient plusieurs fois dans les documents cryptés de la police espagnole. Il s'agit d'un vieux cargo de 30 mètres, jamais contrôlé, souvent aperçu en pleine mer mais jamais à quai. Lorsque Damien et Karim organisent une expédition nocturne en mer, ils découvrent, grâce aux coordonnées GPS récupérées sur un drone échoué, une épave partiellement immergée. À bord, des sachets de drogue vide, du matériel de plongée et une photo encadrée, celle du dealer Elias, en compagnie d'un autre homme flouté. Mais ce qui les frappe, c'est ce qu'ils trouvent au fond du bateau. Une valise scellée contenant plusieurs milliers d'euros en liquide et une clé USB protégée par un mot de passe. La clé, une fois décodée, contient des enregistrements. Voix modifiée, mais ton reconnaissable. Quelqu'un donne des instructions. L'un des fichiers, est daté d'une semaine avant l'effondrement de Kevin. On y entend, la cargaison passe par 7. Requin fait la liaison. 6 problèmes, Moret nettoie. Le lien est clair. Kevin s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Peut-être a-t-il été utilisé, piégé, ou simplement témoin d'un échange qu'il n'aurait pas dû voir. En tout cas, la tentative de le faire taire par l'ingestion forcée ou accidentelle de MDMA devient une hypothèse crédible. Mais la série ne conclut pas si facilement. À la fin de l'épisode, alors que la ville retrouve un semblant de calme, un hélicoptère survole discrètement la baie. À son bord, un homme au visage masqué regarde Seth en contrebas. Dans sa main, un téléphone avec un unique message affiché « Reprendre à zéro ». Objectif, Delcourt. Le plan semble loin d'être terminé. Au Spoon, Mona souffle les bougies de Nina pour son anniversaire. L'ambiance est faussement joyeuse. Judith enlace Jordan sans savoir qu'ils sont observés. Alex sert un verre à Chloé, tandis qu'au fond de la salle, Pierre Dalvin consulte un carnet noir. La caméra recule lentement. L'épisode se termine sur un panoramique de la ville, douce et silencieuse, en apparence. L'épisode 1984 de Demain nous appartient plonge les téléspectateurs au cœur d'une intrigue haletante mêlant drame humain, trafic de drogue et tension sentimentale. L'effondrement de Kevin, les révélations sur le dealer surnommé Le Requin, la relation trouble entre Judith et Jordan et l'implication grandissante de figures comme Pierre Dalvin ou Karim forment un puzzle complexe où chaque pièce menace de tout faire basculer. Entre mensonges, secrets enfouis et vérités à moitié dites, la série prouve encore une fois sa capacité à captiver, à émouvoir et à interroger. Seth n'est plus seulement un décor, c'est un personnage à part entière, témoin des choix, des fautes et des espoirs de chacun. Et alors que l'ombre de Moret plane encore, une question persiste. Jusqu'où les protagonistes devront-ils aller pour reconquérir leur vérité et leur avenir ? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Votre fidélité et votre intérêt nous touchent profondément. Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez en découvrir davantage, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en un clic pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Votre soutien fait toute la différence. Nous serions également ravis de lire vos impressions en commentaire, vos avis, vos théories ou vos émotions sont toujours les bienvenus. Et surtout, restez connectés, car de nouvelles vidéos passionnantes arrivent très bientôt. À très vite sur notre chaîne et encore merci pour votre précieuse présence.